Bonjour tout le monde. Quelle meilleure et excellente façon de terminer une journée comme ça que de faire un panel dans une pièce où il fait chaud. Mais on a décidé de relever le défi. On s'est dit qu'on va être les derniers, mais on ne sera pas les pires. Je ne sais pas si on sera... Oui, mais le pire, c'est que j'interviens un petit peu après aussi. Panel sur la structuration de l'offre, ce qui est une bonne question. De quoi on parle quand on parle de structuration de l'offre de montagne, de l'offre touristique de montagne? Et on est autour d'une communauté, bravo à la communauté qui est ici, de 180 personnes aujourd'hui, autour d'un projet et d'une volonté de maillage et de relations et de travail entre plusieurs secteurs, plusieurs opérateurs avec les territoires, avec les MRC, avec tous ces gens-là qu'on a vus, l'économie sociale, l'économie circulaire et la mobilité, bien sûr. Et on a le mandat de réfléchir avec deux personnes éminemment brillantes, Nicolas, j'oublie ton nom de famille, de Québec, Labrec, j'essaie de lire, mais c'est écrit mal. Nicolas Labrec, donc, de Québec Vélo de montagne, et notre ami Yves Junot de l'Association des stations de ski. Les deux moteurs, je dirais, touristiques et économiques des montagnes. Je me suis amusé, les gars. J'ai du temps à perdre dans la vie. Je suis allé sur le moteur de recherche de Destination Québec Cité et j'ai mis dans le moteur de recherche montagne. Les 20 premiers résultats, 14 étaient sur le vélo de montagne, 4 étaient sur une station de ski, 1 sur la communauté ici, puis après ça, il y avait une cinquantaine, mais qui étaient toujours autour vélo, vélo de montagne, ski de fond, vélo de montagne. Donc, visiblement, soit vous avez payé cher pour être là, ou il y a quelque chose autour du vélo de montagne et du ski qui a un certain sens avec l'offre et la structuration de l'offre. Je serais curieux de commencer avec toi, Nicolas. C'est quoi le rôle du vélo de montagne, mais de Québec Vélo de montagne et des opérateurs? On a entendu ce matin que ça a donné un nouveau souffle à des stations de ski, par exemple, et avec le changement climatique, évidemment, d'avoir une opération davantage annuelle. Comment c'est arrivé et comment ça fonctionne ici, dans la région de Québec? Est-ce que vous m'entendez? Oui. Bien, Québec Vélo Montagne, c'est une initiative qui a débuté en 2014, puis c'était vraiment ils ont identifié l'Office touristique de Québec, maintenant Destination Québec Cité, a identifié que le vélo de montagne était un produit touristique porteur. Donc, ça fait 10 ans cette année. On était initialement ces 4 centres de vélo de montagne. C'est ajouté en 2019 le massif. Puis, le but principal de l'Alliance Québec Vélo de montagne, c'est de positionner Québec comme une destination pour les amateurs de vélo de montagne. Maintenant, si on parle concrètement des centres, bien, on voit qu'ils sont très bien établis là, dans leur communauté. Ça aide beaucoup au bonheur des résidents. Puis nous, on attire du touriste, on attire de l'économie. Il y a un intérêt là, pour l'art Québec. Là, on le voit statistiquement, il y a de plus en plus de gens de l'extérieur qui viennent nous visiter. On est dans l'ère du temps, santé globale, santé durable. On aide aussi les gens un peu à se déconnecter. Puis on protège en partie là, les territoires de d'autres exploitations qui pourraient être plus nocives au territoire. Pourquoi il y a eu cette volonté-là? Tu as dit peut-être un peu marketing de positionner la région, mais je présume qu'il doit y avoir d'autres raisons pour lesquelles les 4 centres ont décidé de se créer une association, une fédération, un regroupement? Bien entendu, en se positionnant ensemble, il y a un levier plus important au niveau financier pour financer ces actions-là à l'international. International, on va dire hors Québec. Puis aussi, en regroupement, l'Alliance, on a une portée qui est plus intéressante. Okay. Dans le cas du ski, vous étiez là, comment dire, avant, dans le temps de Jacques Cartier, peut-être? Non, mais c'est une des activités les plus anciennes. En fait, c'est dans le temps des Autochtones. Hein? C'est comme ça qu'ils se déplaçaient sur le territoire. Donc, on est assez anciens. Moi de même, d'ailleurs. Ça fait quelques années que je suis dans l'industrie. C'est quoi la place, au-delà des opérations propres à une station de ski? C'est quoi le rôle des stations de ski, à Québec, mais pas que, dans le développement du territoire, le développement de la montagne, la mise en valeur de la montagne, l'accueil de communautés, le support à des communautés? Ça ressemble à quoi? On a 75 stations de ski à travers le Québec. On est répartis dans 16 régions touristiques. Donc, nous, tout le monde connaît les ATR. Nous, c'est une sectorielle, vraiment spécialisée pour, pas juste le ski, parce que maintenant, les montagnes sont diversifiées avec leurs activités. Puis, évidemment, c'est un moteur économique à cause de tout ce que ça génère comme achalandage, comme sport, comme bien-être. Il y a 1,6 million de Québécois maintenant qui pratiquent le ski alpin au moins une fois sur une période de 2 ans. Fait que le taux de participation est très élevé.
Puis évidemment, bien, comme ici à Stoneham, c'est un site où on va aller faire venir une clientèle touristique, mais la communauté, quand on regarde les chalets alpins, le secteur qui s'est développé dans les montagnes 40, c'est vraiment aussi un levier pour les collectivités pour enrichir les communautés avec plus de résidents, plus de services, puis un terrain de jeu qui est accessible à tout le monde, là. Donc, le rôle est vraiment pas juste touristique, mais vraiment d'un point de vue de qualité de vie. Tu sais, un des bons exemples, c'est à Bromont, par exemple, qui vient d'annoncer un investissement de 100 millions de IBM. Bien, s'il n'y avait pas le parc des 7 sommets, le vélo de montagne, le parc aquatique, les golfs, hein, c'est pas juste station de ski de nos membres, là, c'est vraiment tout le milieu naturel. C'est cette richesse-là des milieux naturels qui fait que on attire les gens dans nos communautés, puis que ça offre une qualité de vie supérieure à, si on veut, Boucherville. Est-ce qu'on est bon au Québec? Est-ce qu'on est bon à Québec dans la mise en valeur de nos montagnes? Ton appréciation, est-ce que c'est abouti, puis voilà, il n'y a plus rien à faire, ou il reste des choses à faire? Bien, j'ai eu un petit choc ce matin en écoutant Pierre Lavoie. Je trouvais qu'il était raide un peu sur les montagnes qui disaient que tout ce qu'elle veut faire, c'est faire du cash. Je pense pas que c'est vrai. Puis quand je regarde les exemples de tout ce qu'on fait pour accueillir la communauté locale, les journées qu'on fait, qu'on offre gratuitement l'accès au sport, tu sais, honnêtement, la reconnaissance de ces milieux naturels-là, je pense que c'est pas fait à sa juste valeur. De la même façon, vélo de montagne, c'est quoi ton impression de l'apport à la structuration, justement, du milieu, au-delà de la pratique de l'activité, évidemment, qui est importante et qui est nouvelle et qui gagne en importance, mais c'est quoi le rôle que tu vois, que tu interprètes? Bien, je pense qu'on le voit qu'il y a un afflux de gens qui déménagent dans des régions. On le voit à Stoneham ici. J'en suis l'exemple que je suis déménagé à Stoneham en grande partie par les réseaux de vélo de montagne qui sont à proximité. Les gens s'établissent après, ça a un impact sur le bien-être des citoyens qui prennent avantage de ces sites-là pour aller pratiquer leur sport. On le voit là, très bien, là, les gens de Québec, les soirs même, les stationnements de réseaux et de centres de vélo de montagne sont pleins la semaine. Donc, clairement, il y a un intérêt et un appétit pour le vélo. Peut-être de quelqu'un qui veut rajouter quelque chose. Oui, je veux rajouter avec ta question. Tu sais, la fois où Stoneham a été le plus reconnu dans sa communauté, savez-vous c'est quand? C'est quand il y a eu un lockout, puis que la saison était compromise, que là, les chalets se louaient plus, que l'épicier IGA se disait « Oui, mais là, moi, mon chiffre d'affaires, il vient de diminuer de moitié. » Les gens, il y avait une nervosité dans le milieu qui fait que, tout d'un coup, là, quand on parle de fermeture, de disparition, là, on reconnaît la part de ces milieux de montagne-là. Mais avant ça, on les prend un peu pour acquis, puis on les regarde un peu avec un sentiment de, comment je dirais, un sentiment qui fait qu'on est un peu frustré parce que on dit hey, c'est un sport qui coûte cher, c'est un sport élitiste, moi je voudrais y aller bien plus souvent. Mais honnêtement, là, tu peux venir ici, aller dans les sentiers de raquettes sans problème, tu n'auras pas à payer une scène. Il y a plein d'activités qui sont offertes, mais que les gens veulent pas, ils aiment leur montagne, donc ils sont en amour avec ces milieux-là. Et par le fait même, il les critique aussi. Je trouve ça intéressant parce que tu dis qu'il y a à la fois les apports positifs de l'action de la montagne, et, entre autres du sport de glisse ou du vélo, mais qu'il y a également les aspects cachés que s'il y a un lockout, effectivement, on découvre l'effet structurant sur une économie. Pierre Lavoie parlait ce matin, j'ai oublié, c'est quoi le boulanger? Louis le Boulanger? Il me semble que c'est un prénom. Okay, Pascal le Boulanger. Proche. C'est pas ouvert le dimanche. C'est bien plate, ça. Mais je trouve ça intéressant, mais tu as fait exprès. Tu as amené le sujet. Tu as fait exprès parce que je l'avais piqué la dernière fois en disant, dans la perception, puis je fais exprès, je caricature, pour moi, le ski est un sport élitiste qui coûte cher. S'héberger quand on fait du ski, un chalet ou le château Bromont, ou château Stoneham. C'est un château? L'hôtel Stoneham. Vélo de montagne, je disais, moi, ceux qui en font autour de moi, c'est 15-20 000 400 un short. Et j'ai fait exprès de les taquiner en disant, mais c'est élitiste. Et là, ils m'ont expliqué comment il y avait des choses qui ne sont pas élitistes. Ils vont le partager, j'ai bien hâte, mais on a parlé d'accessibilité. Est-ce qu'il n'y a pas, quelque part, effectivement, une espèce de perception que s'il y a une opération d'une entreprise privée, il y a des gens qui sont dépossédés de leur montagne
et qu'on n'est pas les bienvenus si on veut habiter dans dans le Cézot, par exemple, qu'il y aurait une certaine caste. Honnêtement, je trouve qu'il se fait beaucoup d'efforts localement. Tu sais, je regarde Mélanie puis Jennifer au relais, les journées qu'ils organisent pour accueillir les écoles au Lac-Beauport. Ici, avec l'École Arfand-des-Neiges, la Commission scolaire des premières seigneuries, il y a à peu près des programmes dans toutes les communautés, justement, pour rendre les sports accessibles puis donner la chance à tout le monde de venir profiter des sites, peu importe leur classe sociale. Quand tu es en école, là, tu ne sais pas si la personne habite sur une rue avec des grosses maisons d'1 million ou si elle est dans un parc de roulottes où il va y avoir 16 eaux à Charlesbourg. On ne le sait pas, ça. Il n'y a pas de discrimination. Puis je pense que c'est la façon aussi qu'on a d'accueillir les gens, d'ouvrir les portes dans ces journées-là, ces journées d'école. Ça peut se faire en vélo, ça peut se faire... Puis ça, il y en a des initiatives partout au Québec, Paul. Tremblant, 300 jeunes qu'on vient d'accueillir cet hiver, qui viennent des communautés de Laval et de Montréal, sont repartis de là complètement émerveillés. Fait qu'il se fait des efforts, mais ça, c'est pas des choses qui sont publicisées. Mais tant mieux, bravo, puis je fais exprès. Même chose avec le vélo. Donc, tu disais aussi qu'il y a des choses qui démocratisent le vélo de montagne. J'ai fait l'exercice de voir le coût. Donc, pour un enfant en bas de 13 ans, c'est l'accès journalier à Empire-47, qui est juste à côté. Donc, j'ai pris cet exemple-là. C'est 9 $. Puis la location de 3 heures de vélo, c'est 25 $. Non, pardon, c'est 15 $. Donc, c'est 24 $ pour 3 heures. Ça, c'est le prix d'un popcorn au cinéma. J'ai regardé un billet, une administration générale, on était à 18 $, je crois, chez Guzzo. Fait que l'accessibilité, pour moi, est là, c'est disponible. En plus qu'on donne aussi des activités avec des écoles, des groupes scolaires, des journées pour les résidents. Donc, il y a une accessibilité pour découvrir le sport. Puis maintenant, une personne qui adopte ou qui découvre le sport, qui est intéressée à faire du vélo de montagne, il y a un marché de l'usager. Donc, quelqu'un qui est curieux, il y a moyen de s'équiper à bas coût. Fait que c'est quand même accessible. Complément d'info, M. Junot? Bien oui, parce que je regarde encore Jennifer ou Suzanne qui est là, dans le fond. Tu sais, on parle du coût, puis c'est vrai qu'en ce moment, on a un défi de perception. Hein? On a construit au Club Med, au Massif, on est rendu avec une stratégie de tarif pour épurer le marché puis garder la crème. Mais ça, c'est une station sur 73. Là. Quand je regarde d'autres sports, il y a au niveau du gouvernement une nomenclature des sports et des coûts associés à ceux-ci. Tu vas pouvoir... C'est le fun quand il y a de la compétition. Hein? Fait que là, on a le relais, on a ce tournant à proximité. Une passe de saison de soir, ça va coûter 269$ au relais, puis ici, 270. Tu as 120 jours d'opération. Si tu regardes ça, là, si tu vas aller au gym, ça va te coûter pas mal plus cher que ça. Puis pour ne pas y aller. Pour ne pas y aller. Fait que on est vraiment, je pense, affecté par la perception que la stratégie que les stations ont, c'est d'essayer d'aller chercher le plus d'abonnés possible. Donc, ils offrent des tarifs vraiment alléchants. Ça, bien, tu as ton deal quand tu te commets d'avance. Quand tu te commets, là, tu vas avoir un deal. Si tu attends la journée où ce qui vient de tomber 40 cm, puis que c'est la plus belle journée d'hiver, bien là, tu vas payer le gros prix. C'est la même affaire qu'un hôtel pendant le Grand Prix de Montréal, Paul. Tu sais, à un moment donné, là, la demande fait que la stratégie a migré vers le billet, vers l'abonné de saison, ce qui fait que là, le tarif de billet, excuse-moi, est tellement cher qu'il crée la perception qu'on n'est plus accessible maintenant. J'ai écouté, moi aussi, ce matin, Pierre Lavoie, puis j'ai aimé ça, mais en même temps, il y a un bout de moi qui a fait... Je suis pas sûr que j'aimais ça. Il y avait un petit côté un peu effrayant, mais il a dit quelque chose qui m'a marqué. Il dit, il faut rendre la montagne autonome. Puis on parle ici, bon, il y a une communauté de montagne, on a vu Action Conservation, donc le Mont Wright, on a Stoneham ici, la montagne. Comment on rend, de votre perspective, comment on rend la montagne, les montagnes autonomes? C'est fort, hein? C'est puissant. Hein? Très bonne question. Oui, hein? Là, il réfléchit. Yves, pendant qu'il réfléchit, comment on rend la montagne? Débuter. En fait, quand qu'est-ce qui manque à la montagne pour qu'elle soit parlait autonome? de ça, c'est autosuffisance. Hein? Oui. Puis la difficulté qu'il y a maintenant, c'est au niveau des infrastructures. Tu sais, le Mont-Édouard, s'il a été obligé de se mettre sous la protection de la Lafayette, c'est qu'il avait profité de la subvention salariale d'urgence du Canada. Et comme il est dans un giron municipal,
il a fallu qu'il rembourse 400 000 au gouvernement fédéral parce qu'il avait utilisé les sommes pour payer des salaires, ce qu'il n'a pas eu le droit. C'est ça qui a mis la station en difficulté. Puis là, bien, maintenant, tu regardes les coûts d'opération. On a eu un programme avec le gouvernement fédéral pour remplacer les dameuses. On avait droit à une dameuse par station. Le principe, c'est parce qu'il y avait la possibilité d'avoir des équipements maintenant qui sont qui ont une empreinte de CO2 moins élevée, hein, des moteurs Tier 4. Fait que ça a fait en sorte qu'on est allé chercher une subvention de 100 000 pour un équipement qui coûte 550 000, une dameuse. La quantité d'infrastructures qu'il y a, de remontées mécaniques, de dameuses, de canons à neige. Le modèle économique au Québec est bien différent si on prend, par exemple, celui de la France. Celui de la France, c'est des communautés de montagne dans lesquelles c'est vraiment tout le milieu qui contribue à l'achat des équipements, au financement, puis en bout de ligne, il donne un contrat d'opération à un exploitant pour les remontées mécaniques, par exemple. Puis l'école de ski, c'est un autre groupe. Puis la patrouille, c'est un autre groupe. On appelle ça le millefeuille français, Paul. Ah oui, c'est clair. Mais est-ce que ce modèle serait possible d'importer ici? Mais moi, je pense que ça ne fonctionne pas. Ici, c'est un modèle corporatif. Donc là, vous avez eu la vente du relais, où ici, c'est un propriétaire unique. Le propriétaire unique, il paye tout, incluant les taxes. Même si, ici, à Stoneham, tu as 38 de plus de résidences secondaires que la moyenne du Québec. Alors ça amène une richesse collective. Puis en bout de ligne, ben c'est le propriétaire qui paye l'ensemble de ces équipements-là. Puis un des défis qu'on a dans l'industrie du ski, c'est qu'il n'y a pas de fournisseur. Si vous voulez des remontées mécaniques, il y a 2 options. Si vous voulez des dameuses, il y a 2 options. Fait que c'est toutes des infrastructures qui sont à des coûts astronomiques. Puis on a un enjeu de pérennité parce qu'ils ont des fins de vie utiles, ces équipements-là. À un moment donné, il faut les remplacer ou les rénover. Mais puis ça coûte des gros bidoux. Mais on a des drôles de modèles, hein, parce que je regardais les aéroports au Canada. Vous avez quel rapport? Les aéroports au Canada, on est le seul pays où le gouvernement n'investit pas. Le gouvernement du Canada demande 10 des revenus des aéroports à Montréal. Whatever, tu as du monde, tu as un déficit, on s'en fout. Tu nous envoies 10 ce qui fait qu'il y a une pandémie, il faut construire une station du REM, 800 millions, arrange-toi avec tes troubles, mais tu nous envoies le chèque de 10 pareil. Puis on parle de communauté de montagne, mais ça m'interpelle, ça, cette idée d'une certaine forme de collectivisation. Je l'ai vu en Suisse aussi. Est-ce que ça serait des modèles qui pourraient, non pas de nationaliser les stations de ski ou les montagnes, mais est-ce qu'il y a quelque chose à imaginer? Est-ce que, je ne sais pas moi, des fiducies, il y a des modèles de... est-ce qu'il y a d'autres modèles de rendre autonome et autonomiser la montagne? Bien, pour nous, chez Québec Vélo Montagne, on représente 5 centres, dont 3 qui sont des OBNL. On a la chance aussi d'avoir des communautés de bénévoles. Encore une fois, le bénévolat, il faut l'encadrer pour qu'il soit efficace, pour s'assurer qu'on a un certain contrôle. Mais on jouit, il y a eu l'exemple avec Lac-Beauport ce matin, on jouit de la communauté de bénévoles qui contribuent là, au développement et au rayonnement là, des centres, qui est un pilier là, de développement dans notre côté, qui ne se prête pas nécessairement dans tous les secteurs, mais pour nous, au vélo de montagne, là, le bénévolat est un moteur là, pour développer et maintenir les réseaux. Mais je présume, au ski, vous avez réfléchi à ça, à d'autres modèles fiscaux de soutien? En ce moment, il y a 4 coopératives de solidarité, parce que d'un point de vue, justement, financement, remplacement des équipements, il n'y arrivait plus. Alors, au Valinois, au Mont-Antistoc, c'est des coopératives de solidarité. C'est un modèle qui, de plus en plus de stations de ski regardent. On en a quand même, sur les 75, là, il y en a 35 qui sont privés. Ça veut dire que les autres, on a des coops, c'est des OBNL, puis quelques stations municipales comme à Saint-Raymond-de-Portneuf. Ils n'ont pas d'équipement d'enneigement. Ils se demandent bien qu'est-ce qu'ils vont faire. Puis là, bien, je pense que ce qu'on peut regarder, c'est dans ces milieux-là, c'est de décloisonner un petit peu notre milieu de montagne. On opère une station de ski, mais dans le fond, c'est quasiment un endroit c'est pour toute la communauté. Puis là, bien, nous, on est bon dans la neige, dans le damage, puis dans l'opération des remontées. Mais il y a des partenariats à faire là, avec nos collectivités. Il y a des installations. Je pense
on a des problèmes d'accès au logement pour les employés qui sont dans nos régions. Bien, les camps d'été, là, les camps de vacances, là, bien, il y a bien du monde l'été. Là, ça va commencer à Saint-Jean-Baptiste, puis ça va finir à la fête du travail. Mais ces équipements-là, est-ce qu'il y aurait moyen de revoir l'utilisation puis d'en faire une utilisation 4 saisons qui fait qu'on pourrait s'en servir pour accueillir, par exemple, des travailleurs pendant nos hautes saisons? Parce que ça demeure une industrie, même si maintenant on a le vélo de montagne, puis ça a vraiment amélioré, je dirais, la possibilité de rétention du personnel, ça demeure que nos pics sont saisonniers. Il y a du progrès qui a été fait. On regarde 2014, le vélo de montagne qui s'est imposé. Puis je pense que la région de Québec s'est imposée comme destination de choix en plus. Donc, visiblement, des décisions, puis des investissements, puis des projets collectifs qui ont porté. De votre lecture, c'est quoi les infrastructures qui manquent actuellement aux montagnes dans la région de Québec? Si vous aviez, je ne sais pas, le gouvernement annonce que, je me rappelle de ta joie quand tu avais entendu l'annonce du plan montagne du ministère du Tourisme, je me rappelle, il était vraiment content, mais il était déçu parce qu'il n'y avait pas assez d'argent. Mais supposons qu'on triple, on multiplie par 10 le montant et qu'on nous annonce qu'il y a 100 millions à donner, à investir dans la région de Québec. Geneviève va être contente, David aussi. On fait quoi avec cet argent-là? Quelles seraient les infrastructures? Quels sont les éléments qui viennent? Parce qu'on ne ferait pas 50 stations de plus, on ne fera pas 4 centres de vélo de montagne de plus. Qu'est-ce qui manque? On a parlé de mobilité. C'est quoi les autres choses qui manquent? Bien, de notre côté, je pense que les infrastructures d'accueil, on voit ici en Précantite, malheureusement, ils n'ont pas encore d'infrastructure d'accueil. Je pense que s'il y aurait de l'argent additionnel, je verrais que les infrastructures d'accueil seraient un endroit où il pourrait y avoir de l'investissement. L'aménagement encore. Je pense qu'on développer puis maintenir les réseaux, c'est très dispendieux. Fait que ça serait intéressant d'avoir de l'argent additionnel pour développer les réseaux. La mobilité, on en a parlé. Il y avait des super projets ce matin là, qui ont été pitchés. J'ai eu la chance d'en entendre quelques-uns. Je pense que malheureusement, quelqu'un qui voudrait exclusivement là, offrir des services à des gens qui font du vélo de montagne ne pourrait peut-être pas opérer avoir la rentabilité. Mais ce produit-là pourrait être intéressant pour nous. Il y a de plus en plus de demandes de gens qui viennent de l'étranger qui aimeraient savoir comment se rendre là, sans avoir à faire une location là, pour aller d'un centre à l'autre. Donc ça pourrait être intéressant. Mm-hmm. Je peux-tu faire un Paul Arsenault pour faire un détour? Tellement. OK. Parce que moi, je trouve ça vraiment intéressant, le modèle qui s'est fait à Québec avec le site d'Empire, des Sentiers des Moulins, du Mont-Saint-Anne. Tu sais, ils ont regroupé ça. Mais j'aimerais ça savoir, Nicolas, qui a pris le leadership pour fédérer puis ramener tout le monde ensemble? Parce que souvent, c'est ça le problème. On a parlé de décloisonnement aussi aujourd'hui, tu sais, de mutualisation. Mais en bout de ligne, ça va être qui le porteur de ballon dans la salle? Est-ce que c'est Hugues au fond? Est-ce que c'est Mélanie? Est-ce que c'est Benoît? Parce que des fois, il faut faire appel à Benoît parce que les autres n'ont pas le temps de s'en occuper. Tout le monde, tous les opérateurs sont débordés. Hein? Ils ont plein de problèmes à régler. Mais c'est qui le porteur? Qu'est-ce qui fait que vous autres, ça a pu réussir? Bien, je pense que le modèle Québec Vélo Montagne est observé. Et beaucoup, là, on a eu plusieurs approches de différentes régions au Québec, là, à savoir comment le modèle fonctionne. Je pense qu'il y a des gens... Comment il fonctionne? Dans la dernière année, on a fait beaucoup d'actions. Le nom Québec Vélo de Montagne est sorti, puis il y a beaucoup d'intérêt pour le vélo de montagne récemment dans les différents centres de ski. Ça existe depuis 2014. C'est une initiative qui est commencée, comme j'ai dit, par le Tourisme Québec, Destination Québec Cité. C'est la formule qu'on fonctionne, on est un projet sous développement Côte-de-Beaupré. Donc, on n'est pas un OBNL en soi. C'est vraiment Côte-de-Beaupré qui fait l'administration. Puis, il y a un coordonnateur, un directeur, qui c'est moi. Donc, c'est moi qui fédère puis qui fait le pont entre les différents centres puis coordonne tout ça. Puis, j'ai la chance que je suis la troisième personne à occuper ce rôle-là. Puis il y a eu beaucoup de travail qui s'est fait en amont, avant mon arrivée, puis qui me permet d'élever l'alliance, qui est une alliance, qui est comme un château de cartes. Il faut toujours s'assurer de la stabilité. C'est pas évident de satisfaire toujours tout le monde, mais on voit qu'on a bâti une relation, puis il y a une confiance qui s'est établie, puis un partage, parce que c'est des compétiteurs à la fois des collaborateurs. Fait que c'est s'assurer que tout le monde à l'intérieur de ce regroupement-là
est satisfait. On a la chance présentement d'avoir une effervescence avec le vélo, donc le momentum pour nous est bon, mais je pense qu'il y a aussi eu beaucoup de travail qui a été fait au cours des 10 dernières années pour avoir une collaboration comme on a, puis qui est excellente. Sur une base hebdomadaire... Ah, mais là, je n'ai pas répondu. Hein? Oui, mais là, il faut que je réponde à ta question. Non, il y en a deux, je le relance. C'était ta question, oui. Donc, sur ta question, la question de Yves, dans ton quotidien, dans une semaine normale, un mois normal, c'est quoi les relations que tu as avec d'autres partenaires que tes 5 membres? Oui. J'essaie de toujours communiquer avec les partenaires financiers, essayer de les garder au courant parce qu'il y a des acteurs publics ou des gens qui ne gravitent pas autour du vélo de montagne. Donc, il y a quand même une éducation à faire puis s'assurer qu'il y a une compréhension de ce qu'on fait. Sinon, c'est de bâtir des relations avec des acteurs d'autres régions. On travaille très fort avec NIMBA, qui est New England Mountain Bike Association, pour les avoir, pour faire des partenariats avec eux. Même chose avec le Vermont. Donc, on essaye de travailler avec ces gens-là. Avec DQC, avec oui. l'hôtellerie, avec... c'est sûr que là, directement, forfaitisation? On se trempe les orteils dans la forfaitisation. On salue les gens d'Endorphine qui sont dans la salle. Shout out. Mais on est à établir un produit, un billet touristique qui pourrait permettre aux gens d'acheter un seul billet et visiter l'ensemble des 5 centres. Mais encore là, l'Alliance était principalement dans la promotion marketing, les partenariats de gré à gré avec les autres associations, si on peut dire, touristiques du vélo de montagne. Mais maintenant, on touche aux revenus, donc il y a toujours une sensibilité, mais on est à voir lequel modèle mettre en place. Là. Donc, d'ici la fin de l'année, un projet pilote, puis 2025, probablement un billet là, touristique. Merci. J'ai quelque chose qui me dérange depuis 1 an. Quand on parle de structuration de l'offre, j'ai l'impression qu'il y a le milieu d'un côté du tourisme qui a une vision assez, je dirais, je ne veux pas être méchant, mais assez institutionnelle à la rigueur, que le tourisme, c'est l'hôtellerie, c'est une station de ski. Et il y a autour, puis on a vu 3 projets tout à l'heure qui ont pitché, qui sont autour du loisir, essentiellement. Et j'entends beaucoup de gens qui disent que ce sont 2 choses différentes. Puis je pense que j'avais cette discussion-là avec toi, c'est toi qui me l'as amené. Une semaine, il y a eu les assises du tourisme. La semaine suivante, c'était avec toi, non? Oui, c'est ça. Il y a eu la grande messe du loisir et que c'était 2 solitudes. Puis après avoir parlé, je dis, t'es génial, t'es intelligent, t'as l'air de rien de même, mais je suis allé voir c'était quoi le récréotourisme et donc le tourisme récréatif. Et donc, c'est toutes les activités qu'il est possible de pratiquer autour de la montagne. Puis j'en ai identifié à peu près une 20aine. Facile. À mon avis, qui viendrait complémenter, qu'on parle de structuration de l'offre. Est-ce que ça ne serait pas le temps, effectivement, qu'on encourage de plus en plus d'autres joueurs qui viennent, oui, de l'économie sociale, de l'économie circulaire, modèle OBNL, ou comme Olivier, puis Québec Campervan maintenant, j'ai de la misère à le dire. Est-ce qu'on est capable de l'encourager? Comment on peut l'encourager? Comment on peut développer ça, ces partenariats-là? Tu as raison, Paul. Le constat, c'est que notre industrie, elle est trop en mode silo. Tu posais la question il y a quelques minutes, là, qu'est-ce qu'on peut faire pour investir les millions? On devrait-tu faire ceci ou cela? Bien sûr qu'il y a moyen d'investir dans des infrastructures, améliorer l'expérience client, de rendre la mobilité plus accessible. Mais je pense qu'ici, pour la région de Québec, là, moi, si j'avais un souhait, c'est vraiment que les gens se regroupent et se fédèrent. À Québec, là, c'est la capitale nord-américaine de l'hiver. Moi, comme consommateur, si je veux consommer l'hiver à Québec, il faut que je fasse ça tout séparément. Il n'y a pas de raison pour moi de ne pas ramener le carnaval, le plus grand festival d'hiver au monde, avec le plus grand site de glissade sur tube en Amérique du Nord, à Valcartier, avec les stations de ski, avec le Igloo Fest Québec. Il est temps là, qu'on s'organise. C'est pour ça que je te posais la question, c'est qui le porteur? Parce que c'est ce qui manque en ce moment, c'est de regrouper, de décloisonner, puis d'avoir un porteur. Une des meilleures années qu'on a eues en ski alpin pour la région, j'étais ici pendant 10 ans. On faisait Ski Québec-Charlevoix avec Stoneham, Mont-Saint-Anne-Massif. Puis moi, je voulais inclure le relais parce que c'est un endroit accessible, disponible pour les familles. Puis
les clients, là, les gens de l'extérieur, eux autres, ils veulent juste faire de la découverte aussi, là. Puis, en ce moment, on est revenu chacun dans notre carré de sable, puis on a de la difficulté à regrouper l'offre hivernale de façon structurée. Fait que pour moi, le succès, il ne passe pas nécessairement par des investissements de millions, il passe par la facilité auprès du consommateur avec des initiatives. Tu as parlé d'Endorphine pour l'accès au billet, un billet unique qui donne l'accès à l'ensemble de ces activités-là. On va la faire après le départage là, au niveau comptable, puis la répartition des frais. Ça se fait, ça. Mais il n'y a pas de raison de revenir en arrière puis de chacun se vendre séparément. Mais c'est plus que vendre, tu as raison là-dessus. C'est toujours une logique. Tu pars de l'hôtel, tu vas aller voir l'hôtel de glace, tu reviens. Et la proposition, il y a peu de multi-activités, multi-jours, multi-territoires. Puis tu as raison, il y a des choses qui sont exceptionnelles qu'on ne retrouve pas nulle part en Amérique du Nord. C'est vraiment une force pour Québec, là. Oui, puis en été, ça ressemblerait à quoi? Qu'est-ce qui pourrait être packagé, mieux packagé? Bien, de notre côté, on évalue là, toutes les options. Comme je mentionne, on est à travailler sur un projet pilote qu'on va lancer cette année sur un billet qui va permettre aux gens, parce que là, pour l'instant, un peu comme le ski, la personne qui vient du Vermont, qui veut aller, puis on a un modèle un peu différent là-bas, que nous, c'est Pay to Ride, qui est déjà là, il y a de l'éducation à faire avec les touristiques, qui doivent payer pour accéder au réseau, qui est une force pour nous, qu'on considère une force, mais il y a de l'éducation à faire et les gens doivent venir acheter un billet pour aller au Sentier du Moulin, un billet pour aller en Pier 47. Déjà là, le parcours client est compliqué, donc on veut simplifier puis offrir un seul billet que les gens vont pouvoir utiliser. Éventuellement, on souhaiterait packager ou mettre en forfaitisation de l'hébergement, bien entendu, ajouter des partenaires. On a la chance d'avoir des microbrasseries et autres à l'offre, mais on n'est pas à ce niveau encore. Donc, on est vraiment à la billetterie pour l'instant. Je vais vous poser une question super le fun. La communauté est là, une partie de la communauté est là. Il y a même David. Ça serait quoi votre demande à la communauté, à Destination Québec City, mais à la communauté montagne et nature qui existe actuellement? Vous, comme opérateur, je dirais comme demandeur, qu'est-ce qui pourrait collectivement ou d'une volonté collective? Parce que si on dit, ça serait le fun si telle chose arriverait, il n'y a pas une intervention divine qui fait que ça arrive. Il y a quelqu'un qu'il faut qu'il prenne. Tu as dit, quelqu'un doit être en charge. Je vais partir d'un problème bien concret que nous, on a dans l'industrie du ski. C'est la relève, le vieillissement de la population. OK? Qu'est-ce qu'ils ont en commun, là, le Japon, l'Allemagne, la France et l'Autriche, puis que le Canada n'a pas comme ces 4 pays-là? Le savez-vous? Le marché du ski est en déclin dans ces marchés-là à cause du vieillissement de la population. Puis qui a fait que, par exemple, au Japon, les jeunes sont sur des appareils électroniques, ne s'intéressent pas du tout au sport d'hiver. Il n'y a aucune attractivité. En France, bien, les stations de basse altitude essayent de se convertir en terrain de jeu d'été, mais ce n'est pas ça que les gens recherchent. Donc, il y en a la moitié qui en a difficulté. Fait que nous, notre problème qu'on a de vieillissement de population puis de relève, l'association a créé un portail avec un produit commun pour l'ensemble des stations. Il y en a 46 qui participent, dont Sainte-Anne, Stoneham, le Relais, où là, on va dans les écoles et on fait découvrir les sports à nos jeunes. Puis ensuite, ils sont invités à venir faire un forfait d'initiation qui s'appelle « Ma première fois ». Ça veut dire que pour 29,95 ils peuvent venir aussi avec parents, mamans, enfants, parce que les familles cherchent des moments de connexion avec leurs enfants, ce qu'ils ont perdu maintenant avec le rythme de vie qu'on a. Donc, ce forfait-là va permettre de venir s'initier pour 1h30. On fournit l'équipement, on fournit un moniteur, puis par la suite, ils ont une autre visite qui est incluse pour retourner pour faire une 3e expérience, si on veut, en montagne. Ces 3 expériences-là pour 30$. A fallu, nous, qu'on mobilise, qu'on crée le portail, qu'on crée vraiment le forfait, qu'on va présenter ça, puis qu'on fasse adhérer les montagnes. Puis la réussite de tout ça fait en sorte que si ça fonctionne, c'est intéressant parce qu'on a 34% de taux de retour avec le programme. Mais si ça fonctionne, c'est que chaque exploitant, peu importe la station de ski, décide du moment qu'elle veut offrir cette expérience-là. Puis les gens qui n'ont jamais découvert les montagnes, là, eux autres, là, ils ne cherchent pas nécessairement à venir le samedi matin à 10 heures, là, où tous les skieurs veulent venir profiter de la nouvelle neige, etc. C'est une autre approche. Mais pour ça, Paul a vraiment fallu mettre
du jus de bras, développer le logiciel, de permettre de fournir des inventaires. Tu sais, il y a de la technique derrière ça, mais ça prenait le porteur, comme toi tu as fait. Puis nous, bien, pour pallier au manque de relève, on s'est dit, il faut faire de quoi. Puis c'est ça qu'on a fait à la SSQ. Vous faites la même chose, je pense, en vélo de montagne aussi. Vous êtes inspiré. Bien, moi, je peux dire que personnellement, là, cette fameuse passe, là, ma première fois, moi-même, quand j'ai vu l'information, je l'ai partagée à plusieurs amis qui ne font pas du ski ou qui doivent découvrir le ski. Mais c'est un modèle que je trouve intéressant à voir comment nous, on pourrait l'adapter à l'Alliance. Je suis convaincu qu'il y aurait un moyen là, de faire découvrir le sport de vélo de montagne, qui est un sport accessible pour tous. Les centres, on prend l'exemple de Empire-Cantet, parce qu'on est bien entendu sur leur territoire, mais ils ont une offre de pistes, de sentiers, là, débutants, intermédiaires, là, qui permet à tout le monde de découvrir ce sport-là. Comme j'ai mentionné, on tourne autour de 25 $ pour un enfant, 50 à 60 $ pour un adulte pour faire une location puis avoir un accès journalier. Là. Donc, l'accessibilité est là. Maintenant, c'est de faire découvrir ce sport-là aux gens. Mais ça m'interpelle, ce travail-là que vous faites, c'est normal, OK. Mais encore une fois, je vous trouve un peu solitaire, malheureusement. Je reviens à la question, qu'est-ce que la communauté pourrait faire? Parce que c'est pas... Vous le faites pour le bien-être commun. Comment on pourrait mieux... On avait des jeunes du communautaire, on a eu des gens des MRC. Qu'est-ce qu'ils pourraient faire de plus ou de différent? J'ai entendu une citation. Hey, faible, on la connaît, hein? Einstein. David a cité Einstein un matin. C'est de la folie de penser qu'en faisant la même chose, on aurait des résultats différents. Jusque-là, tout va bien, on la connaît. Puis là, j'ai entendu c'est un brillant Américain sur YouTube. Puis là, il fait comme agir différemment. Qu'est-ce que ça signifie profondément? Ça veut dire penser différemment, avoir une autre posture, changer les réflexes. C'est puissant. Donc, qu'est-ce qui, dans un modèle qui, à certains égards, ancien, avec une population vieillissante, tu l'as dit, qu'est-ce qu'on doit penser différemment qui va faire en sorte que la montagne, dans 10 ans, va être en croissance, comme tu sembles pouvoir le dire, et ça ne sera pas juste les stations de ski. Il va venir un moment où pas juste le vélo de montagne, ça va prendre d'autres gens, d'autres utilisations. Bien, corrige-moi si je me trompe, mais je pense que c'est un peu la philosophie derrière le plan montagne. Oui. De rassembler, hein, de faire une approche collaborative, puis de mettre ça en action. Ce qu'il faut peut-être faire, c'est d'aller plus loin que ça, parce que tu as mentionné là, mes séjours à Québec en tourisme avec une semaine, la semaine suivante, le loisir. Bien, c'est un peu ça aussi, je pense, qu'il faut regarder dans notre approche pour qu'on ait du succès dans le futur plan montagne. Par exemple, si je prends la composante de notre secteur, bien sûr qu'on a des terrains de jeu incroyables, puis on peut travailler sur de l'accessibilité. Puis là, oups, tantôt, on avait le guichet pour offrir les équipements, mais ça relève du loisir. C'est un programme qui est financé par eux, pas par le tourisme. Le plan montagne, ça vient du tourisme. L'argent du tourisme, le plan montagne, vient en partie du ministère des Affaires municipales. Quand est-ce qu'ils sont assis tout le monde ensemble? Là? Jamais. Fait que je pense que pour aller plus loin, il va vraiment falloir regrouper ces forces-là, puis regarder qu'est-ce qu'on fait, c'est quoi nos problèmes, puis comment est-ce qu'on peut revoir le modèle d'affaires pour que l'esprit du plan montagne, d'aller dans un modèle collaboratif, bien, ça transcende le secteur du tourisme. Est-ce que quelque part, ça prendrait une politique nationale de la montagne? Les États généraux de la montagne? Le plan de développement sur 10 ans de la montagne? Parce qu'un plan montagne, le terme, on est d'accord, là, vous savez, il y a 9 régions qui l'ont pris. Bravo à nos amis de Destination Québec Cité, qui a créé une communauté. Au lieu de dire on va faire de la subvention, puis en tout respect, c'était une solution comme une autre, les 8 autres régions ont parti des programmes en disant voici les critères, puis vous êtes éligible. Puis Québec a décidé, Destination Québec Cité a décidé de créer une communauté. Déjà, c'est pas rien. Mais ils ont décidé de faire du plan montagne, qui était vrai pour 9 régions, quelque chose de très particulier. Puis, ça serait quoi la prochaine étape à ce moment-là? Toi qui es un observateur, toi aussi qui êtes un observateur là, de la réalité montagnarde. Hein, je les amène dans leur dernier retranchement. Mais Paul, bien, c'est un peu comme ce que je viens d'évoquer, là. Je pense qu'au niveau de l'approche, il faut faire en sorte qu'autour de la table, on ait des décideurs municipaux, on a des gens du loisir. Ça fait que c'est pas des assises ou des états généraux de la montagne, mais plutôt du sport, loisir et du bien-être qu'il faudrait faire.
puis de ramener toutes les parties prenantes autour d'une approche qui va faire qu'on va tisser des liens. Aujourd'hui, ce qui est bon, là, c'est les liens qu'on a tissés chacun dans nos pauses, puis voir les opportunités. Mais là, il faut faire ça de façon plus large et plus structurée pour la suite des choses, à mon avis. Pour le vélo, comment tu le vois, toi? Comment tu verrais un changement de décision ou de gouvernement, de ministère, de fusion? Qu'est-ce qui vous rendrait plus heureux pour accomplir votre mission, qui, visiblement, n'est pas de s'en mettre plein d'argent plein les poches, là. Je ne crois pas que ce soit la bonne façon de partir un centre de vélo de montagne. Effectivement, si les gens pensent que le vélo de montagne et le prochain Klondike vont potentiellement être déçus. Mais pour en revenir à la question, moi, je pense qu'effectivement, la collaboration, si on prend le ski, le vélo de montagne, ce sont des activités sportives, en nature. Donc, on coche toutes les cases, que ce soit santé durable, protection des territoires, activité physique. Donc, je pense que la collaboration, inclure plusieurs partenaires à la table, je pense que c'est vraiment la clé, comme a mentionné Yves, pour notre vélo aussi. Mais c'est fou, hein, parce que je donnais l'exemple à Yves, je partageais Événements Attraction Québec, que vous connaissez, une association, la plus grosse association sectorielle au Québec, loge à la Maison du Loisir à Montréal. Et il faut se battre à chaque année, je suis le conseil d'administration, avec le ministère du Loisir, qui dit « Vous n'êtes pas du loisir. » OK. Les activités récréatives et les festivals ne sont pas du loisir. Parce que du loisir, le macramé, ça, oui, ça passe. Camping, caravaning, ça passe, mais non. Et c'est étonnant comment on a essayé de créer des silos. Puis on pourrait le constater, mais il y a comme une volonté de surtout pas les détruire et qu'il ne faut absolument pas que rien se touche. Est-ce que ça serait un peu le message qu'on pourrait conclure notre panel en disant, est-ce que vous avez aussi ce rêve-là qu'on se voit plus souvent? C'est le fun, David disait ça. Est-ce que vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord? Levez la main d'abord, ceux qui sont d'accord. OK, ceux qui ne sont pas d'accord, levez la main. Parce qu'il y en a qui n'ont pas levé la main. Je veux juste être sûr là, si c'est juste parce qu'ils dorment ou c'est juste parce qu'ils sont en opposition. Ben moi, je pense qu'on a fait le tour du sujet, les amis. Je ne sais pas à quelle heure. On a commencé, à vous dire, on n'a même pas eu le go, on a commencé parce qu'on s'est dit, si on ne commence pas, ça ne commencera pas. Il est moins 10. On a fait 45 minutes. C'est bon, hein? Merci.